les articulations représentent les zones de jonction entre deux ou plusieurs pièces osseuses du squelette ou entre les dents et les os maxillaires et mandibulaires, en raison de leur rôle important en biomécanique, leur atteinte pathologique, arthrite ou arthrose et traumatique, luxation ou entorse peut compromettre les postures et les mouvements. L'étude des articulations et l'arthrologie. Classification des articulations. Les articulations sont classées en 3 groupes selon l'importance et l'amplitude des mouvements. Les articulations très mobiles sont les articulations synoviales. Les articulations peu mobiles sont les articulations cartilagineuses. Les articulations immobiles sont les articulations fibreuses. Articulations fibreuses. L'interzone articulaire des articulations fibreuses est occupée par du tissu fibreux. Ce sont des articulations sans mobilité et sans cartilage articulaire. Syndesmose. La syndesmose unit deux surfaces osseuses par l'intermédiaire d'un tissu fibreux. Exemple, l'articulation tibio-fibulaire distale. Suture. Le tissu fibreux des pré-sicule se réduit puis s'ossifie. Exemple, les articulations de la calvaria. Les pré-sutures des os de la calvaria permettent le modulage du crâne au cours de l'accouchement. On distingue 4 types de sutures. La suture dentelée. La suture dentelée est caractérisée par des surfaces articulaires en dents de scie qui s'engrènent. Exemple, la suture fronto-pariétale. La suture squameuse est caractérisée par des surfaces articulaires taillées en museau. Exemple, la suture temporo-pariétale. La suture plane est caractérisée par des surfaces articulaires planes et régulières. Exemple, la paroi interne de l'orbite. La chandilaise est l'encastrement d'une crête osseuse dans la rainure d'un autre os. Exemple, l'articulation gomméo-sphénoïdale. Gonphose. La gonphose unit une dent à une alvéole dentaire par du tissu fibreux de périodonte d'insertion. Articulation cartilagineuse. L'interzone articulaire des articulations cartilagineuses est occupée par un cartilage hyaline ou un fibrocartilage. Ce sont des articulations à mobilité réduite, possédant un cartilage articulaire, mais dépourvues de cavité articulaire. Synchondrose. La synchondrose est une articulation souvent transitoire dont l'interzone articulaire est constituée par du cartilage hyaline. L'ossification ultérieure entraîne la soudure des deux os. Exemple, des cartilages métaphysaires situés à l'union de l'épiphyse et de la diaphyse des os blancs en croissance. La synchondrose sphéno-occipitale, la synchondrose mandibulo-sternale. Symphyse. L'interzone articulaire de la symphyse est formée par un fibrocartilage. On distingue deux groupes. Les articulations cartilagineuses vraies, comme les articulations des corps vertébraux, les articulations mixtes, renfermant dans l'épaisseur du ligament interosseux une ébauche de cavité, exemple la symphyse suivie. Articulation synoviale. Caractère des articulations synoviales. Les articulations synoviales sont particulièrement mobiles. Elles présentent des surfaces articulaires, des moyens d'union et une cavité articulaire. Les surfaces articulaires sont encroûtées de cartilage hyaline et de forme variable. Les moyens d'union sont constitués par une capsule articulaire et des ligaments. La cavité articulaire est circonscrite par une membrane synoviale. Classification des articulations synoviales. Les articulations synoviales comprennent 7 principaux types selon la forme des surfaces articulaires en présence. Type sphéroïde, type enseigne, type ellipsoïde, type gingrine, type trochoïde, type plane et type bicondylaire. Articulation sphéroïde. L'articulation sphéroïde oppose deux segments de sphère, l'un convexe, l'autre concave. Elle présente 3 axes principaux de mouvement. Elle autorise des mouvements de flexion-extension, abduction-adduction, rotation médiane et latérale et circonduction. Exemple, l'articulation scapulo-humérale ou l'articulation coxo-fémorale. Articulation ellipsoïde. L'articulation ellipsoïde oppose deux surfaces articulaires, l'une concave, l'autre convexe, taillées dans deux ellipsoïdes.
Elle possède deux axes principaux de mouvement. Elle autorise des mouvements de flexion-extension, abduction-adduction, mais pas de rotation axiale. Exemple, l'articulation radio-carpienne, l'articulation sacro-iliaque, l'articulation métacarpophalangique. Articulation en selle. L'articulation en selle oppose deux surfaces dont l'une est concave dans un sens et convexe dans l'autre sens, comme une selle, et l'autre surface inversement conformée, assise de cavalier. Elle présente deux axes principaux de mouvement. Elle autorise des mouvements de flexion-extension, abduction-adduction et circonduction, mais pas de rotation axiale. Exemple, l'articulation carpo-métacarpienne du pouce. L'articulation sternoclaviculaire. Articulation de type gingulier. Les surfaces articulaires en présence forment une charnière hyperboloïde ou paraboloïde. La gingline hyperboloïde présente une surface articulaire en sablier. Exemple, l'articulation huméro-ulnaire, articulation fémoro-patellaire. La gingline paraboloïde présente une surface articulaire convexe en tonneau. Exemple, l'articulation métatarso-phalangique. La gingline possède un axe de mouvement. Elle autorise des mouvements de flexion-extension. Articulation trochoïde. L'articulation trochoïde met en présence un segment de cylindre plein et un segment de cylindre creux. Elle possède un seul axe vertical et permet des mouvements de rotation. Exemple, l'articulation radio-ulnaire proximale. L'articulation radio-ulnaire distale. Articulation plane. L'articulation plane oppose deux surfaces planes. En fait, ces surfaces sont rarement strictement planes, mais légèrement convexes. Exemple, les articulations costo-vertébrales. Elles présentent une infinité d'axes, mais l'amplitude des mouvements est réduite. Articulation bicondylaire. L'articulation bicondylaire oppose deux paires de condyles. La première est généralement très convexe et la seconde est presque plane. Elle possède un axe principal de mouvement et souvent deux axes accessoires. Elle permet des mouvements de flexion-extension. Exemple, l'articulation fémoro-tibiale du genou. Structure articulaire. Premièrement, structure de protection. La structure de protection est constituée par la capsule articulaire qui enferme la cavité articulaire. Elle est formée de deux lames, la membrane fibreuse qui est représentée en vert et la membrane synoviale qui est représentée ici en orangé. Membrane fibreuse de la capsule. La membrane fibreuse de la capsule est un manchon fibreux très résistant et peu élastique. Elle se continue sans démarcation avec le périoste représenté ici en bleu. Elle s'insère d'autant plus loin du cartilage articulaire que l'articulation est plus mobile. Parfois, quelques fibres récurrentes rejoignent les surfaces articulaires et constituent les freins capsulaires. Les fibres ont une orientation différente selon les articulations. Elles peuvent être longitudinales, circulaires ou arciformes. Elles assurent la protection mécanique de l'articulation. Membrane synoviale de la capsule. La membrane synoviale est une lame conjonctive, mince et transparente. Elle tapisse la face profonde de la membrane fibreuse et se réfléchit sur les extrémités osseuses jusqu'au pourtour du revêtement cartilagineux. Elle recouvre les parties osseuses, les tendons et les ligaments intracapsulaires. Elle forme parfois des replis au niveau des cul-de-sac, les plis synoviaux. Elle sécrète un liquide, la synovie. Elle est bien vascularisée et riche en cellules histiocytaires. Elle assure la défense de l'articulation contre les gènes. Elle entretient les tissus articulaires. La membrane synoviale peut donner des diverticules externes qui constituent des kystes synoviaux. Elle se reconstitue en quelques mois après synovectomie. Deuxièmement, structure d'amortissement des pressions. Les structures d'amortissement permettent de réduire, d'amortir et de répartir les contraintes de pression qui s'exercent sur les articulations.
Cartilage articulaire. Le cartilage articulaire est un cartilage hyaline qui protège la surface osseuse et empêche l'usure de l'os. Il est constitué par la superposition de 4 couches de directions différentes, mais qui deviennent de plus en plus horizontales à mesure qu'on se rapproche de la cavité articulaire. La surface du cartilage est lisse, régulière, polie, en permanence humidifiée par la synovie. Le cartilage constitue une résistance aux contraintes de pression grâce à l'eau séquestrée dans la matrice extracellulaire, tel qu'un coussin en plastique plein d'eau. Il possède aussi un coefficient de friction articulaire minime. La surface du cartilage est proportionnelle à l'amplitude du mouvement. L'épaisseur du cartilage est proportionnelle à l'intensité des forces de pression subies par unité de surface. Le cartilage est souple et déformable dans tous les sens. Il est aussi compressible et peut perdre jusqu'à 50% de son épaisseur sous pression. Il est enfin extensible et augmente d'épaisseur rapidement sous l'effet de la mobilisation dynamique répétée. Le cartilage est avasculaire et se nourrit essentiellement par imbibition par l'intermédiaire du liquide synovien. Une fois détruit, le cartilage ne se régénère pas, l'os sous-jacent prolifère de façon exubérante. Synovie. La synovie est un liquide transparent, visqueux, incoagulable, rappelant le blanc d'œuf. Elle est constituée grossièrement comme un dialysat de plasma, privé des plus grosses molécules protéiques, mais riche en mucine. Elle contient quelques cellules mononucléées. La viscosité de la synovie diminue avec la vitesse et la fréquence du mouvement. La gélification de la synovie augmente sous l'effet des pressions articulaires. Troisièmement, structure d'adaptation des surfaces articulaires. Les structures d'adaptation sont des fibrocartilages qui assurent la congruence des surfaces articulaires en présence. Ils comprennent 3 types, le labrum, le ménisque et le disque. Labrum ou bourrelet articulaire. Le labrum est un anneau marginal, triangulaire à la coupe. Il présente une face libre et 2 faces adhérentes, l'une à la capsule articulaire, l'autre à une surface articulaire. Ménisque articulaire. Le ménisque articulaire est un anneau marginal, triangulaire à la coupe. Il présente 2 faces libres et une face adhérente à la capsule articulaire. Leurs extrémités sont parfois maintenues par un ligament méniscal. Troisièmement, disque articulaire. Le disque articulaire est une cloison intra-articulaire qui adhère à la capsule par son bord périphérique. Il subdivise la cavité articulaire en 2 cavités secondaires. Exemple, l'articulation temporomandibulaire. Structure. Les fibrocartilages sont constitués de 3 parties, une partie centrale, une partie périphérique et une partie adhérente. La partie centrale est essentiellement cartilagineuse. Elle forme les 3 quarts du fibrocartilage et se nourrit par imbibition. La partie périphérique est formée essentiellement de tissu fibreux. La partie adhérente est vascularisée par contiguïté. Elle constitue la zone régénératrice. Quatrièmement, structure de maintien. Les structures de maintien s'opposent à la dislocation de l'articulation. Elles comprennent la membrane fibreuse, les ligaments passifs et les tendons périarticulaires. Leur élongation et leur rupture sont responsables des entorses. Membrane fibreuse. La membrane fibreuse de la capsule articulaire est un manchon fibreux inséré au pourtour des surfaces articulaires. L'insertion est d'autant plus éloignée du cartilage que l'articulation est plus mobile. Ligaments passifs. Les ligaments sont des lames fibreuses unissant les pièces constitutives d'une articulation. Les ligaments capsulaires sont des épaississements de la membrane fibreuse de la capsule. Exemple, les ligaments gléno-huméraux. Les ligaments extracapsulaires sont des formations autonomes indépendantes de la capsule articulaire.
Les ligaments extracapsulaires sont des formations autonomes, indépendantes de la capsule articulaire et situées en dehors de la cavité articulaire. Les ligaments intracapsulaires sont situés dans la cavité articulaire. Elles sont entourées d'un manchon synovial, exemple le ligament sternocostal intra-articulaire. Troisièmement, tendon musculaire périarticulaire, appelé aussi ligament actif. Les tendons musculaires jouent aussi un rôle de contention très important. Cinquièmement, structure de glissement. Les structures de glissement favorisent le déplacement des surfaces articulaires. Cartilage articulaire. La surface exceptionnellement lisse du cartilage articulaire réduit le coefficient de friction articulaire. En effet, les aspérités constatées sont extrêmement réduites, de l'ordre de 100 à 2000 angstroms, ce qui est près de 100 fois inférieur aux meilleures performances industrielles. Synovie. La synovie joue le rôle d'un lubrifiant qui gomme les aspérités des cartilages. Labrum, ménisque et disque. Le labrum, le ménisque et le disque favorisent l'étalement de la synoviale au cours des mouvements. Vaisseaux et nerfs des articulations. Vaisseaux. La vascularisation des articulations est très riche. Les artères et les veines proviennent des cercles artériels et veineux périarticulaires. Certaines artères pénètrent dans l'os un peu en dehors de l'insertion de la capsule. D'autres appartiennent en propre aux ligaments et à la capsule. Les lymphatiques rejoignent les lymphonoeux profonds de la région. Nerfs. La capsule articulaire et les ligaments sont richement innervés. Ils reçoivent deux types de nerfs, des filets sensitifs véhiculés par les nerfs articulaires et des filets vasomoteurs formant des plexus nerveux périartériels. Les nerfs innervant une articulation innervent aussi les muscles moteurs de cette articulation et la peau recouvrant l'insertion de ces muscles. Ils participent à la régulation réflexe des mouvements et des postures. Mécanique articulaire. Premièrement, statique articulaire. Premièrement, des contraintes. Les articulations subissent des contraintes très variées. Il s'agit essentiellement de traction, de torsion ou de pression. Premièrement, pression. Les pressions sont très importantes au niveau de la colonne vertébrale et des membres inférieurs. La mauvaise répartition des pressions entraîne l'usure du cartilage, puis une condensation osseuse. Le poids du tronc, de la tête et des deux membres supérieurs est d'environ 37 kg chez un sujet de 60 kg. Traction. Les tractions tendent à éloigner les surfaces articulaires en présence. Pour s'opposer à cette dislocation, interviennent la capsule, les ligaments, les muscles périarticulaires et la pression intra-articulaire. Celle-ci est légèrement négative et de l'ordre de 3 à 20 millibars. Torsion. Les torsions sont des contraintes fréquemment subies par la colonne vertébrale. Elles sont responsables des fractures sphéroïdes au niveau des membres. Deuxièmement, position de repos. La position de repos est réalisée lorsque la capsule et les muscles périarticulaires sont relâchés au maximum. C'est aussi la position ontalgique des affections articulaires. Position de fonction. La position de fonction est la meilleure position d'une articulation en vue d'une fonction donnée. C'est donc la position dans laquelle une articulation sera immobilisée pour permettre quelques mouvements de suppléance efficaces. Exemple, l'immobilisation du coude à 90 degrés avec l'avant-bras en position intermédiaire entre pronation et supination permet d'écrire ou de manger. Position de confort. La position de confort est un compromis entre les positions de repos et de fonction. Elle fait intervenir des facteurs socio-culturels, exemple position assise, position accroupie, selon les races. Son étude est importante en ergonomie pour l'amélioration des postes et de travail. Deuxièmement, dynamique articulaire. Les articulations synoviales et cartilagineuses sont les seules qui participent au mouvement. Classification fonctionnelle. Les articulations sont classées en fonction de leur degré de liberté. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. L'articulation uniaxiale possède 1 degré de liberté. L'articulation biaxiale possède 2 degrés de liberté.
L'articulation triaxiale possède 3 degrés de liberté. Deuxièmement, le centre du mouvement articulé. Le mouvement présente une succession de centres de rotation en raison de l'irrégularité des surfaces articulées. Ces centres primaires du mouvement constituent les centres instantanés de rotation. En pratique, on admet qu'il existe un seul centre de rotation par lequel passent les axes du mouvement. Mouvement articulé. Le mouvement actif est effectué spontanément par un sujet sans aucune aide. Mouvement passif. Le mouvement passif est effectué avec une aide. Il présente une amplitude plus marquée que le mouvement actif. Mouvement simple. Les mouvements simples sont des mouvements qui s'effectuent autour d'un axe de rotation. Les mouvements autour d'un axe horizontal, l'axe horizontal est disposé de droite à gauche. Ces mouvements sont la flexion qui ferme l'articulation et l'extension qui ouvre l'articulation. Les mouvements autour d'un axe sagittal. Un axe sagittal est disposé comme une flèche, d'avant en arrière. Ces mouvements sont l'abduction qui écarte un segment du plan et l'adduction qui rapproche un segment du plan médian. Au niveau de la main et du pied, c'est de leur axe respectif que se définissent l'abduction et l'adduction, sachant que l'axe de la main passe par le médius et l'axe du pied passe par le deuxième orteil. Les mouvements autour d'un axe vertical passe par le centre d'un os. Donc ces mouvements sont la rotation latérale qui tourne un segment dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre pour un membre droit et la rotation médiale qui est la rotation en sens inverse. Mouvement complexe. La circonduction et l'association des mouvements simples. Au cours du mouvement, le segment mobile découpe dans l'espace un cône dont le sommet se trouve au niveau du centre de l'articulation. La pronation correspond à la rotation médiale de l'avant-bras, amenant la paume de la main en arrière. La supination correspond à l'inverse de la pronation. L'inversion est l'association de l'adduction et de la rotation médiale du pied. L'éversion correspond à l'association de l'abduction et de la rotation latérale du pied. Le glissement est un mouvement de translation, l'une des surfaces articulaires étant fixe. Adaptation fonctionnelle des articulations. Les articulations s'adaptent aux conditions mécaniques imposées par l'activité musculaire. L'absence d'activité musculaire entraîne le blocage progressif de l'articulation qui peut devenir une articulation gelée. La mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques crée une hyperlaxité articulaire, voire une luxation si les surfaces articulaires perdent leur rapport normaux. La mobilité articulaire varie en fonction de l'âge et du sexe. La femme et l'enfant ont une souplesse plus grande que l'homme. Et de la pratique des sports. Chaînes cinétiques. Les possibilités fonctionnelles des chaînes cinétiques utilisées dans la vie courante sont proportionnelles au nombre de degrés de liberté. La chaîne formée par le membre supérieur sont la pronosupination et les doigts présentent 15 degrés de liberté répartis comme suit: 2 degrés pour le poignet, 2 degrés pour le coude, 3 degrés pour l'articulation scapulo-humérale, 3 degrés pour l'articulation acromioclaviculaire, 3 degrés pour l'articulation sternoclaviculaire, 2 degrés pour l'articulation scapulo-thoracique. La chaîne équivalente du membre inférieur comporte 6 degrés de liberté répartis comme suit: 1 degré pour la cheville, 2 degrés pour le genou et 3 degrés pour l'articulation coxo-fémorale. Ainsi, la chaîne cinétique du membre supérieur est plus adaptée au mouvement et la chaîne cinétique du membre inférieur est plus adaptée à la statique.